Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. On me demande souvent de parler du Canada. Alors, je vous avoue que la plupart du temps, il n'y a presque rien à dire, parce que notre politique étrangère, notre politique de défense, notre politique commerciale et même notre politique intérieure est largement déterminée par les Américains et décidée depuis Washington. Alors, récemment, Donald Trump a menacé d'imposer des tarifs de 25% sur les produits en provenance du Canada et du Mexique. Soyons clairs. Un tarif de la sorte serait une catastrophe pour le Canada. Ce serait l'effondrement de l'économie canadienne. En fait, c'est exactement ce qu'a dit Justin Trudeau à Donald Trump lors d'une rencontre privée, le prévenant que si le tarif était appliqué, le Canada ne pourrait pas le payer de toute manière puisque son économie va tout simplement disparaître. Et à cette déclaration de Justin Trudeau, Trump a répliqué que si le Canada ne peut pas survivre sans arnaquer les États-Unis à hauteur de 100 milliards par année, alors il devrait peut-être devenir le 51e État des États-Unis. Pour plusieurs, c'est rien de plus qu'une bonne blague, et pas de doute que c'était le cas. Or, pour moi, ça expose l'insignifiance du Canada et la faiblesse scandaleuse de sa posture face aux États-Unis, un État entièrement soumis à un autre, dépouillé de son identité, de sa culture et de sa souveraineté sur son propre territoire. Chers amis, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le récit tragique, mais fascinant, d'un pays qui s'efface et qui disparaît sous nos yeux dans l'indifférence la plus totale. D'ici la fin de la vidéo, vous allez comprendre exactement ce que je veux dire en tant que Canadien quand j'affirme que le Canada, c'est un pays qui n'en est pas un. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment on a pu arriver jusqu'ici, la position intenable dans laquelle se trouve le Canada et tout ce que ça implique pour la suite des choses. Mes concitoyens vont me lancer des tomates, mais je pense que tout ça a besoin d'être exposé pour que le reste du monde puisse en tirer une leçon. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Bien sûr, pour appuyer du contenu audacieux et différent, il faut des partenaires audacieux et différents. C'est donc un véritable bonheur de s'associer à Auskern, une entreprise familiale fondée à Vienne et spécialisée dans les montres et les bijoux fabriqués à partir de matériaux naturels, comme le bois, la pierre ou le marbre. Pour être sincère, quand j'ai vu leurs produits pour la première fois, j'ai passé 1 heure sur le site à regarder toutes les options et les différents designs. C'est chic, c'est distingué et surtout, c'est différent. Quand c'est question de montres et de bijoux, c'est très difficile de faire quelque chose de nouveau. On en porte depuis des milliers d'années. Mais là, je vous parle de montres fabriquées à partir de bois d'érable, de feuilles ou même avec des plumes de paon. En fait, si vous avez une personne dans votre vie à qui vous souhaitez faire un cadeau, mais qui est difficile à cerner parce qu'elle achète déjà tout pour elle-même, avec Auskern, vous pouvez vraiment vous démarquer avec quelque chose de personnalisé. Je me souviens que de 14 à 24 ans, j'ai eu la même montre que je portais tout le temps et c'est mon frère qui me l'avait offert. Personnellement, j'ai trouvé 2 cadeaux parfaits pour des proches, donc un pour homme et un pour femme. 2 bijoux classiques, intemporels. Tant que vous faites votre commande avant le 20 décembre, vous allez la recevoir avant Noël. Et en plus, ça vient avec une garantie de 24 mois, donc 2 ans, parce que Auskern produit tous les produits en petite quantité. Donc, ils sont confiants dans la qualité de ce qu'ils vous proposent. Bref, pour un cadeau unique, pour un proche ou pour vous-même, faites confiance à Auskern. Suivez le lien dans la description et utilisez le code 7 jours pour profiter d'une réduction spéciale. « 1759. Après avoir brûlé toute la côte du Sud, les Britanniques escaladent le cap Diamant au milieu de la nuit avant de battre les Français à plate couture sur les plaines d'Abraham. Pour la France, c'est une défaite militaire, un revirement de sa posture stratégique, mais somme toute, un événement périphérique à l'échelle de son histoire. Pour l'Amérique du Nord, c'est un point de rupture, un moment déterminant qui change à jamais la trajectoire géopolitique et culturelle. L'effet papillon de cet événement mènera éventuellement à la naissance de la plus grande puissance de l'histoire de l'humanité. En prenant le contrôle de gigantesques territoires en Amérique du Nord, les Britanniques deviennent essentiellement rois et maîtres sur la région. Ils imposent leurs lois, leur religion, et bientôt, ils imposent des taxes, toujours plus de taxes. Après avoir combattu la France, la couronne britannique est à court d'argent. Dans les colonies du Sud, la colère contre les taxes et les lois toujours plus intrusives atteint rapidement un point de non-retour. Et certains radicaux osent même parler d'indépendance.
Dans la société, le débat divise et fait rage entre loyalistes à la couronne britannique et ceux qu'on appelle les patriotes. La tension monte, et quand Londres essaie de resserrer son emprise et de faire taire le mouvement, la révolution éclate, et c'est le début de la guerre d'indépendance. Les patriotes américains connaissent trop bien le défi immense qui se dresse devant eux. L'armée britannique est la force militaire la plus puissante au monde. Il faut des alliés, dressant un parallèle entre la lutte des francophones du Québec et celle des patriotes américains. Le Congrès des États-Unis écrit directement aux habitants de la province de Québec à 3 occasions pour les convaincre de se joindre à la Révolution. Il faut dire qu'à ce moment, les Britanniques tentent d'assimiler les francophones d'Amérique du Nord par tous les moyens, les considérant incapables de se gouverner eux-mêmes par une assemblée. Les Américains y voient une insulte à la dignité des francophones. En 1774, ils écrivent « Dans le présent Congrès, il a été résolu unanimement que nous regarderions la violation de vos droits comme une violation des nôtres propres et que nous vous inviterions à entrer dans notre confédération, laquelle n'a d'autre objet en vue que la parfaite assurance des droits civils et naturels de tous les membres qui la composent. » Quelques mois plus tard, ils envoient la 2e lettre depuis le commencement du plan actuellement en exécution pour subjuguer ce continent. Nous n'avons vu en vous que nos compagnons de souffrance. La divine bonté d'un Créateur indulgent nous ayant donné à tous un droit à la liberté, il nous a paru que le sort des colonies protestantes et catholiques était étroitement lié ensemble et conséquemment, nous vous invitâmes à vous unir avec nous dans la résolution d'être libres. Ainsi, en 1775, la première initiative militaire majeure de l'armée continentale américaine nouvellement constituée est de former une expédition pour libérer les francophones du Québec et les convaincre de se joindre à la Révolution. C'est l'invasion du Québec. La campagne est un véritable désastre. La jeune armée continentale est désorganisée, affamée et battue par les Britanniques lorsqu'elle prend d'assaut la ville de Québec dans une bataille sanglante au beau milieu d'une tempête de neige. En retraite, les Américains écrivent une 3e lettre au Québec. Ils s'excusent d'avoir échoué et promettent d'envoyer des troupes en renfort pour les protéger aussi vite que possible. Ultimement, des centaines de francophones traversent la frontière pour se battre, mais les Américains sont incapables de convaincre la population générale, notamment face à l'influence du clergé catholique. Mais malgré tout, avec l'appui de la France, les patriotes américains battent les Britanniques et émergent victorieux de la guerre d'indépendance. Après la guerre, les loyalistes sont donc forcés de choisir, appuyer les patriotes ou partir en exil pour rester fidèles au roi. Résultat, des loyalistes se mettent à fuir massivement vers le nord afin de s'installer au Canada, dont la population est presque doublée par l'arrivée des loyalistes. Après la guerre d'indépendance et vu le positionnement du Canada avec les Britanniques, il s'installe une méfiance réciproque. Lorsqu'éclate la guerre de 1812, les tensions atteignent leur paroxysme alors que les Britanniques prennent d'assaut Washington et brûlent la Maison-Blanche. Durant cette période, malgré la proximité géographique et culturelle, le commerce entre les Canadiens et les Américains est relativement limité. En fait, jusqu'au milieu des années 1840, les territoires canadiens échangent presque exclusivement avec le Royaume-Uni et le reste de l'Empire britannique. La raison économique est très simple. Les Britanniques protègent leur marché à travers des tarifs sur la marchandise étrangère. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que le bois importé de l'autre côté de l'Atlantique depuis le Canada peut être compétitif avec le bois des pays scandinaves. C'est donc dans ces paramètres que se configure l'économie canadienne. Alors, lorsque les Britanniques décident d'ouvrir leur marché au libre-échange en 1846, tout s'effondre pour le Canada. La colonie entre dans une profonde dérive économique alors que les faillites s'accumulent et que la tension sociale grimpe en flèche. En 1849, frustrés par la clémence envers des patriotes québécois, des loyalistes brûlent le Parlement de Montréal pendant que le gouvernement canadien siège à l'intérieur. Politiquement, le statu quo est insoutenable. Des centaines de commerçants et de figures politiques se rassemblent et publient le Manifeste annexionniste de Montréal, appelant à finalement rejoindre les États-Unis. Parmi les signataires, nul autre que Louis-Joseph Papineau, chef des Patriotes.
et John Abbott, futur premier ministre du Canada. Craignant de perdre le Canada au profit des États-Unis, le gouvernement britannique négocie directement avec Washington ce qu'on appellera le traité de réciprocité, un traité permettant au Canada d'échanger librement ses ressources naturelles avec les Américains. Immédiatement, le secteur industriel canadien connaît une véritable explosion de croissance. On construit des chemins de fer vers les États-Unis, connectant les réseaux et renforçant l'intégration physique de l'économie. Après tout, par sa configuration géographique, ses montagnes, ses rivières, le continent nord-américain invite naturellement à une intégration nord-sud, bien plus que de l'est vers l'ouest. Or, après seulement 10 ans, la guerre civile éclate aux États-Unis. Ici, notamment en raison de l'appui britannique aux Confédérés, le traité de réciprocité s'effondre. Et le Canada se retrouve à nouveau à la dérive. Les leaders canadiens tentent désespérément de convaincre Washington de rétablir le libre-échange, mais c'est trop tard. Et c'est justement lorsque confrontés à ce refus et à la menace de l'isolation commerciale que les chefs de l'Amérique du Nord britannique décident de créer un seul marché pour leur territoire. Le 1er juillet 1867, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Bas-Canada et le Haut-Canada fondent ensemble la Confédération du Canada. C'est la naissance du Canada moderne. On cherche à surmonter les tendances continentales et le refus des Américains de commercer pour renforcer le commerce intérieur. Or, personne ne se fait d'illusions. Le Canada tente au moins 7 fois de réanimer le traité avec les États-Unis, toujours sans succès. Le Canada accumule rapidement un retard sur le développement américain. Les Canadiens sont plus pauvres, moins éduqués. Les opportunités sont rares, menant des centaines de milliers d'entre eux à quitter vers les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Les Canadiens français deviennent, avec les Irlandais, le cheap labor des usines américaines en pleine effervescence. En fait, il faudra l'arrivée de Franklin Delano Roosevelt, la Grande Dépression et l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale pour attendrir la posture américaine face au Canada. En gros, Ottawa et Washington s'entendent alors pour gérer la production de guerre comme si la frontière n'existait plus. Et sans surprise, l'intégration des économies canadiennes et américaines atteint des niveaux remarquables. À la fin de la guerre, le Canada s'enrichit rapidement alors qu'Ottawa et Washington deviennent partenaires commerciaux numéro 1. En fait, après des années de dépression, de guerre et de morosité économique, les Canadiens dépensent tellement d'argent sur les produits américains comme les télévisions, les voitures, les machines à laver, que le Canada frôle la crise des liquidités alors que tout son argent est drainé vers le sud. Déjà, il est évident que le Canada a besoin de développer une stratégie concrète afin de réduire la dépendance aux États-Unis, car non seulement il devient captif, mais pire, à force de développer des liens économiques strictement dans l'axe nord-sud, l'unité nationale du Canada est fragile, alors que les relations entre les différentes provinces sont presque inexistantes. C'est l'incohérence, le manque d'esprit de suite, le manque d'initiative aussi, qui sont au moins en grande partie les effets déprimants d'un régime qui est usé, qui est désuet, qui est anormal, dans lequel on se paralyse mutuellement d'un bout à l'autre du pays et de l'atmosphère de routine impuissante et de faux-semblants et souvent d'hypocrisie que tout ça entretient. Il faut nous débarrasser d'abord en priorité de ce régime dans lequel, pas seulement nous n'avançons pas comme nous devrions, mais on se paralyse tous mutuellement. Sortir de ce vieux régime fédéral qui est fini, même s'il s'en aperçoit pas. Et dans les années qui suivent, le Canada néglige de diversifier ses partenaires. Le Royaume-Uni perd de son poids, l'Empire britannique s'effondre, l'industrie automobile nord-américaine amène de nouveaux accords, les chemins de fer sont consolidés, tout comme les oléoducs d'ailleurs. Voyant bien que le Canada est en voie de perdre sa souveraineté, Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin, adopte la stratégie de la troisième option, avec l'objectif de diversifier les partenaires du Canada. Or, le succès réel de l'initiative sera pour le moins limité, car face à l'instabilité économique au cours des années 70 et à la montée en puissance du nationalisme québécois, Trudeau a choisi de remettre à plus tard. À la fin des années 80, le Canada se résigne finalement à se ranger une fois pour toutes avec les États-Unis, advienne
que pourra en signant célèbrement les accords de libre-échange nord-américains. Immédiatement, on assiste à une augmentation massive des échanges et de l'intégration économique alors que la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis devient la plus productive au monde. Alors exactement comme prévu. Le Canada devient lourdement dépendant du commerce avec les États-Unis. Les échanges commerciaux représentaient déjà 50% du PIB canadien. Or, 10 ans après l'accord, c'est plus de 80%. Alors que les échanges commerciaux avec l'Amérique passent d'environ 85 milliards par année à plus de 240 milliards. Ainsi, vous comprenez la panique totale du gouvernement canadien lorsque Trump est élu en 2016 et qu'il promet de mettre fin à l'accord de libre-échange si le Canada refuse de faire des concessions. Car tout au long de son histoire, le Canada n'a jamais été viable sans la subvention d'une puissance étrangère. C'est un péché qui se pardonne. Or, en connaissance de cause, plutôt que d'utiliser ces quelques leviers stratégiques pour réaffirmer la souveraineté canadienne et définir des limites, presque chaque fois, Ottawa a choisi la voie facile, exacerbant sa propre dépendance. Sous prétexte de la guerre froide, le Canada a donné son espace aérien aux États-Unis. Il a laissé ses locomotives économiques être rachetées par des intérêts américains. Il a euthanasié son propre secteur militaire, liquidant notamment le programme Arrow et tout son cadre d'innovation. Pire, il a négligé de réparer la fracture profonde entre les deux nations fondatrices du Canada, francophone et anglophone, limitant la cohésion de sa propre économie et sapant le potentiel de son marché intérieur. En fait, craignant de manière étroite et paranoïaque la montée de l'influence politique et économique du Québec, le Canada a refusé de développer significativement les relations avec l'Europe, avec l'Afrique francophone ou même avec les pays scandinaves. Malgré sa nordicité et l'existence de partenaires naturels, le Canada n'a jamais montré le moindre intérêt envers sa place ou son influence dans la région arctique. Si le Canada a tout pour réussir, il a choisi de ne mettre aucun effort. Les États-Unis n'ont pas assimilé ou annexé le Canada. Il s'est annexé lui-même. Dans ce rapport de force, les Américains n'ont que faire des préférences canadiennes, car malgré ce que prétendent les Canadiens, la relation est à sens unique. C'est la part du PIB représentée par les échanges frôle aujourd'hui les 70% au Canada. Aux États-Unis, elle est d'environ 27%. En fait, ça place les États-Unis au 191e rang sur 195 pays, parmi ceux dont le PIB est le moins dépendant des échanges, avec l'Argentine, le Nigeria, l'Éthiopie et le Soudan. Et ce que ça veut dire, ironiquement, c'est que les États-Unis sont parmi ceux qui risquent le moins dans une énorme guerre commerciale avec le monde entier, surtout avec le Canada. Malgré ce qu'on pourrait croire, le marché intérieur compose l'essentiel de l'économie américaine. Et voilà ce qui nous amène à la situation actuelle. Donald Trump est parfaitement conscient de la nature déséquilibrée du rapport de force entre Washington et Ottawa, et c'est exactement pourquoi il utilise ce levier afin d'extraire des concessions politiques. Frustré par le manque de collaboration sur des enjeux stratégiques comme la défense, l'intégrité des frontières et la lutte aux narcotrafiquants, Trump menace de mettre fin au libre-échange avec le Canada et le Mexique par un tarif universel de 25%. Si certains parlent d'un bluff, d'une négociation en public, avant même d'entrer à la Maison-Blanche, Trump vient de fondamentalement redéfinir la relation entre Washington et ses voisins. En pratique, en demandant au Mexique et au Canada de bloquer l'immigration illégale vers les États-Unis à leurs frontières nationales, Trump repousse les frontières externes des États-Unis jusqu'à celles du Canada et du Mexique, créant une énorme zone tampon à l'échelle continentale. Plus encore, pour conserver l'accès au marché américain, Trump exige que les deux pays participent activement à l'exclusion de la Chine et à la guerre commerciale en imitant les tarifs américains, pourcentage pour pourcentage. Captifs de leur dépendance économique, tant le Mexique que le Canada affirment déjà qu'ils vont obtempérer aux demandes de Trump. Quelqu'un de cynique vous dirait que c'est un pas de plus vers l'intégration totale, pour ne pas dire l'annexion. Car soyons sérieux, en pratique, le Canada n'a plus la souveraineté sur sa politique commerciale, il n'a plus la souveraineté sur ses frontières, il n'a plus la souveraineté sur sa politique étrangère, ni sur sa politique de défense
ou son espace aérien, et j'en passe. Maintenant, revenons sur la fameuse déclaration de Donald Trump. Si le Canada ne peut pas survivre sans être subventionné et contrôlé par les États-Unis, il devrait les rejoindre. Comme Canadien, je vais tenir un discours très pessimiste, mais lucide. Je sais que ça va fâcher beaucoup de mes concitoyens, mais la réalité, c'est que nous sommes déjà, à toute fin pratique, des Américains. Notre culture est américaine. Nos idoles sont américaines. Notre économie est dominée par les Américains. On investit nos retraites dans la bourse américaine et en retour, nos entreprises sont financées par le capital américain. Notre musique est américaine. Nos sports professionnels, nos réseaux sociaux, la mode, on pourrait faire ça toute la journée. À beaucoup d'égards, la culture canadienne contemporaine, c'est la version Wish de la culture américaine. Plus discrète et pudique, certes, puisque moins sûre d'elle-même, mais quand même une imitation calquée de la culture américaine. Je sais que ce que je viens de confesser, c'est un blasphème, mais il faut prendre un peu de recul et comprendre que le Canada est un cas extrêmement particulier, un pays sans nation. Depuis la genèse du pays entre les loyalistes britanniques et les francophones québécois, l'identité canadienne a été caractérisée par une dualité souvent contradictoire et incompatible. Le mélange improbable de deux nations fondatrices qui, au fond, n'ont que très peu en commun. Cette ambiguïté identitaire et l'incapacité d'Ottawa à aménager son espace constitutionnel pour reconnaître la spécificité culturelle du Québec a mené à des tensions ainsi qu'à la prolifération d'un mouvement nationaliste au Québec, face à la montée de l'indépendantisme québécois ayant culminé avec un référendum extrêmement serré dans les années 90, le gouvernement canadien a choisi de noyer le poisson dans l'eau en adoptant le multiculturalisme. En gros, pour éviter d'avoir à faire des concessions aux nationalistes québécois en raison de leur statut de peuple fondateur, l'identité canadienne ne serait plus définie comme la somme des deux cultures fondatrices, mais bien comme la somme de toutes les cultures qui composent la population, qu'elles soient indiennes, japonaises ou mexicaines. Le Québec ne serait qu'une couleur de la grande mosaïque canadienne, une stratégie délibérée, calculée et largement publicisée. Encore à ce jour, peu importe l'allégeance politique, aucun premier ministre du Québec n'a accepté de signer la Constitution canadienne, un document adopté en son absence, dans une trahison historique qu'on appellera la nuit des longs couteaux. Lorsque Justin Trudeau est élu en 2015, il pousse cette notion toujours plus loin en ouvrant les portes de l'immigration et en qualifiant le Canada du premier État post-national. Un pays sans nation. Un pays qui s'est vidé de sa propre substance. C'est un pays qui n'en est pas un. Un pays sans souveraineté, sans culture distincte ou valeurs communes, n'ayant plus la capacité d'offrir la moindre résistance ou contrepoids géopolitique à Washington. Il est désormais dirigé pour et par Washington. Le plus enrageant et le plus injuste dans tout ça, c'est que partout à travers le monde, il y a des peuples qui forment une nation, mais qui n'ont pas le privilège d'avoir un pays. Les Kurdes, les Ouïghours, les Écossais, les Québécois. Non seulement le Canada a choisi de liquider son pays, il a choisi de renier le concept même de nation. Alors, chers amis, considérant la démonstration évidente et sans équivoque que le Canada n'est pas et n'a jamais été une structure viable, politiquement ou économiquement, considérant qu'il a toujours été une colonie comptoir au service d'un maître étranger, qu'il s'est montré indigne des responsabilités d'une nation et pathologiquement incapable de défendre ses propres intérêts, considérant que le Québec forme une société distincte, que le peuple québécois a un droit inaliénable à l'autodétermination et qu'il refuse de subir l'annexion tranquille manifestement désirée par le Canada. Le temps est venu pour le Québec de prendre en main sa propre destinée, pour assumer pleinement le fardeau de la souveraineté sur son propre territoire, pour défendre ses propres intérêts, parler en son propre nom et surtout se donner les moyens de survivre à l'assimilation. La seule réponse, c'est l'indépendance, la création d'un pays fort, libre et souverain.
Un pays qui aurait réglé la question des frontières il y a longtemps. Un pays qui se serait ouvert sur le monde, sur la francophonie, l'Europe et la Scandinavie. Un pays respecté par les Américains pour sa différence, pour sa colonne, pour ses ressources, pour son importance capitale. Comme Québécois, les Américains sont mes frères et mes amis. Plutôt que de freiner l'émancipation de mon peuple depuis 250 ans, ils nous ont toujours tendu la main dans la poursuite de notre liberté mutuelle. Par ses attributs géographiques, culturels, économiques et stratégiques, le Québec a de meilleures chances de survivre à l'assimilation et de prospérer en tant que pays indépendant, avec tous les leviers de la souveraineté nationale, qu'en tant que province, dans un pays vidé de sa substance qui a choisi l'aplaventrisme jusqu'à l'humiliation. Pour tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger, j'espère que vous comprendrez les prérogatives de survie du peuple québécois et que vous saurez nous appuyer dans la lutte difficile qui nous attend. Le Québec n'a plus le choix. Autrement, s'il refuse d'exister en tant que nation, s'il est confortable dans un pays qui n'est pas le sien, à être dirigé par Washington, mais qu'on en finisse, qu'on ferme les lumières et qu'on devienne finalement américain. Vive le Québec libre. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Si vous avez apprécié ces quelques minutes ensemble, je vous invite à laisser un commentaire, à cliquer j'aime, ou encore à soutenir 7 jours sur Terre dans sa mission pour seulement $1 par mois. Vous aurez accès à une émission complète à chaque semaine où on explore en profondeur les grands enjeux de la géopolitique mondiale. Donc si vous souhaitez nous appuyer ou tout simplement avoir beaucoup plus de contenu, je vous invite à devenir membre en cliquant sur le bouton désigné ou encore au 7jourssurterre.com/abonnement. N'oubliez pas de profiter de l'offre spéciale de Oscairn pour le temps des fêtes en utilisant le code 7jours au oscairn.com/7jours.